Merci à tous. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, donc je vais essayer d'aller vite. L'insuffisance cardiaque, c'est effectivement beaucoup une histoire de sujets âgés. C'est une cause majeure d'hospitalisation. C'est associé à une augmentation de la durée d'hospitalisation, à une augmentation de la mortalité, souvent à une augmentation également du risque de réhospitalisation. Beaucoup de comorbidités qui peuvent interférer avec les difficultés du diagnostic, avec le traitement, on l'a vu avec l'insuffisance rénale, avec bien sûr le pronostic. Et enfin, vous savez qu'évidemment, le sujet âgé a une forme souvent particulière d'insuffisance cardiaque, qui est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui est une forme d'insuffisance cardiaque qu'on ne sait pas encore très bien prendre en charge. Alors la deuxième chose, et on en a évidemment beaucoup parlé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de redites, c'est que le sujet âgé a souvent des problèmes cognitifs associés, une fragilité dont on a parlé, et bien sûr également ce problème de retour à domicile avec souvent l'isolement et le fait qu'il va être difficile d'avoir un retour à domicile dans de bonnes conditions. Concernant les troubles cognitifs, je fais référence à un travail qu'on avait fait avec Olivier, qu'Olivier avait coordonné, où le fait est que souvent, finalement, nous, cardiologues, on passe un petit peu à côté de ces troubles de mémoire et que lorsqu'on fait des tests, finalement, on les retrouve. Et vous voyez que dans ce travail, sur une série qui était une série ambulatoire d'insuffisance cardiaque suivie par des cardiologues de ville, et bien finalement, quand on posait des questions assez simples, on retrouvait des troubles cognitifs tout venant dans pratiquement un patient sur deux, et même sévères chez pratiquement un quart des patients. Alors l'augmentation de la mortalité, elle est assez claire, et je vous ai donné ici des données de la CNAM qui montrent bien, vous avez ici en vert et violet, les patients insuffisants cardiaques qui ont été 2 ans après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Vous avez ici la population générale. Et vous voyez que le surrisque de mortalité, évidemment, il existe tout le temps, mais l'écartement devient de plus en plus important plus les patients sont âgés. Et clairement, le fait d'être hospitalisé pour une insuffisance cardiaque quand on est âgé, c'est évidemment un facteur de risque majeur de mortalité dans les années qui vont suivre. Alors, vous voyez ici un travail épidémiologique de la région d'Amiens qui montre bien que les patients insuffisants cardiaques tout venant sont des patients âgés. Et nous, souvent, en cardiologie, ici en particulier dans les CHU, on a une vision un peu tronquée du sujet insuffisant cardiaque. La moyenne d'âge de nos patients insuffisants cardiaques à la piquée, par exemple, c'est de l'ordre de 72 ans. Et on sait bien que ce n'est pas la moyenne d'âge de la population générale, qui voyait plutôt autour de 76 ans. Et même quand on se réfère aux données de la CNAM, c'est plutôt même au-delà, 78, 79 ans. Et vous avez ici justement le fait qu'à un moment donné, plus on avance en âge, plus l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée va devenir prévalente et va même dépasser l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et rendre donc la prise en charge de ces malades difficile. Autre point, mais là j'enfonce un peu une porte ouverte, c'est que finalement toutes les données, le niveau de preuve qu'on a dans le traitement des sujets insuffisants cardiaques sont basés sur des populations de patients qui sont largement plus jeunes que celles qui sont souvent qui sont celles de la population générale. Donc il y a une vraie discordance entre la vraie vie et ce qu'on sait des études, et vous savez que ce sont les données des études qui alimentent bien sûr les recommandations. Par exemple, vous voyez que dans ce travail, des patients américains du registre Medicare, vous voyez plus de 20 000 patients de plus de 65 ans, une moyenne d'âge de 78 ans, et il y en avait très très peu qui auraient pu être inclus dans les grandes études de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez, c'était entre 13 et 25%, donc clairement une petite discordance entre la vraie vie et ce qu'on sait des études. Alors concernant le traitement, eh bien, Olivier l'a dit, le meilleur traitement c'est la prévention. Alors je vais aller assez vite parce que je recite cette étude à Yvette. Probablement que l'hypertension artérielle, c'est évidemment un élément majeur à prendre en compte. Et donc, ça vaut le coup de traiter une hypertension artérielle du sujet âgé. Et il peut y avoir un bénéfice immédiat assez rapide, notamment en termes de survenue d'insuffisance cardiaque. À quoi c'est lié? Est-ce que c'est le fait qu'on traite souvent avec des diurétiques qui permet évidemment d'éviter les épisodes congestifs? Est-ce que c'est la baisse de la post-charge? Toujours est-il que ça marche. Ça marche avec notamment, dans ce traitement, c'était une association indapamide et périndopril.
Et puis il y a bien sûr tous les autres traitements dont on a parlé aussi, je passe assez vite, le TAVI, l'angioplastie primaire, on en a dit un mot, peut-être bientôt le MitraClip, notamment chez les patients à haut risque chirurgical qui présentent des insuffisances mitrales primaires. Sur le management, qu'est-ce qu'on peut dire? Des choses qu'on a déjà dit. Bien sûr, là encore, on ne va pas répéter le problème de l'adhérence. En réalité, quand on regarde les études sur l'observance, on s'aperçoit que le fait d'être âgé, ce n'est pas forcément un facteur de non-observance par rapport à être plus jeune, mais bien sûr, plus on avance en âge, plus ça peut poser de problèmes. Évidemment, le problème de la reconnaissance des symptômes, de façon à prévenir les décompensations. Et puis concernant les conseils diététiques, classiquement, il faut éviter les régimes sans sel trop stricts, puisque ça aboutit souvent à de la dénutrition ou au fait que les patients vont moins s'alimenter. Éviter non plus également une restriction hydrique trop importante. La vaccination, c'est bien évident. Concernant le traitement pharmacologique, on passe sur le fait que bien sûr le métabolisme des sujets âgés fait qu'on n'a évidemment pas le même pharmacocinétique que chez des sujets jeunes. Je dirais, et je voudrais juste dire par exemple un exemple. Voyez une méta-analyse sur les IEC. Vous savez bien sûr que les IEC restent encore la pierre angulaire de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on regarde en fonction de l'âge, eh bien finalement, on s'aperçoit que l'impact de ces traitements, qui sont considérés comme des traitements majeurs de l'insuffisance cardiaque, diminue. Vous voyez par exemple dans cette méta-analyse, les patients de plus de 75 ans, alors bien sûr que la puissance n'est peut-être pas suffisante, mais vous voyez que la réduction du risque, elle est moins importante et elle devient non significative chez ces patients. On observe la même chose par exemple avec des traitements plus agressifs, ça c'est l'étude Atlas, avec des fortes doses de lisinopril contre des faibles doses de lisinopril. Et vous voyez que si les fortes doses, globalement, ça ne marchait pas vraiment, mais en tout cas, les fortes doses pouvaient marcher chez les sujets de moins de 70 ans, et il y avait un effet absolument neutre chez les sujets de plus de 70 ans. Ça veut bien dire qu'il faut traiter ces patients probablement de manière pas trop agressive. Là encore, plus d'effets secondaires chez ces patients. Là, une étude assez ancienne, l'étude élite, comparant le captopril et le losartan. Et vous voyez que quand on compare les effets secondaires, c'est-à-dire l'insuffisance rénale, l'altération de la fonction rénale chez les moins de 70 ans et les plus de 70 ans, que ce soit avec le losartan ou avec le captopril, on a à peu près 3 fois plus d'effets secondaires chez les sujets de plus de 70 ans. Donc ce sont des sujets plus fragiles. Et pour revenir sur le fait de l'agressivité des traitements, cette étude basée sur le BNP, une étude qui finalement essayait de prendre le BNP comme un marqueur pour guider le traitement, en essayant de descendre le BNP en dessous d'un certain seuil. Eh bien, cette étude montre que si ça peut être intéressant chez les sujets de moins de 75 ans, c'est-à-dire avoir tendance à augmenter les doses, avoir des traitements plus agressifs, chez le sujet de plus de 75 ans, cette stratégie ne marche pas, il n'y a absolument pas de différence en termes de survie et il y a souvent des effets secondaires et une moins bonne qualité de vie. Donc là encore, le sujet âgé, ce n'est pas exactement la même chose que le sujet jeune. Quelles sont les recommandations? Finalement, les recommandations, malgré tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut à peu près, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse, appliquer la même stratégie que chez les patients plus jeunes, mais évidemment, il faut que les dosages soient ajustés. Donc pour les diurétiques, on va préférer les diurétiques de Lens, mais évidemment, ça crée souvent des envies pressantes et ce n'est pas toujours si simple chez des patients qui ont des problèmes de prostate. Pour les IEC, les bêta-bloquants, eh bien, l'adage de commencer doucement et de commencer à faible dose et d'aller doucement, je crois, s'applique en particulier chez ces patients. Et bien sûr, se méfier des associations avec la spironolactone, parce qu'il va falloir regarder très attentivement la pression artérielle. La pression artérielle trop basse chez des sujets insuffisants cardiaques, ce n'est pas forcément bénéfique. La fonction rénale et bien sûr la fréquence cardiaque. La qualité de vie, c'est évidemment un élément qu'il faut prendre en compte. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, bien là, vous savez qu'on est un petit peu démuni, même si on a tendance à traiter ces patients de manière assez identique aux patients qui ont une fraction d'éjection réduite. Et probablement, c'est vraiment la prise en charge de l'hypertension artérielle, je le dis, et éventuellement la prise en charge également de la fibrillation atriale, soit
en traitement, en contrôlant le rythme ou en contrôlant la fréquence, qui est les traitements clés. Alors, qu'est-ce qui est fait dans la vraie vie? Un petit élément d'une étude qu'on avait coordonnée il y a quelque temps avec Pascal De Groot, où vous voyez que quand même, le facteur âge, c'est un facteur majeur pour ne pas être traité comme on suit les recommandations. Vous avez ici en analyse multivariée quels étaient les facteurs pour lesquels des patients insuffisants cardiaques ne recevaient pas d'IEC, ne recevaient pas de bêta-bloquants, ne recevaient pas de l'association des deux et ne recevaient pas de spironolactone. Et à chaque fois, un des éléments qui sortait, c'est l'âge de plus de 75 ans. Donc clairement, on a quand même tendance chez les sujets âgés probablement à ne pas les traiter correctement, à ne pas les traiter comme il faut, probablement parce qu'on craint un peu les facteurs de risque, et également peut-être du fait qu'un certain nombre d'entre eux sont des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, et donc ne relèvent pas forcément des traitements qu'on doit proposer. Le DAI, un petit mot sur le DAI, bien sûr, qui pose un problème chez le sujet très âgé avec des comorbidités. Et là aussi, je crois qu'il faut rester raisonnable et que le DAI, c'est pour prévenir la mort subite, et que peut-être quand on est très âgé avec une insuffisance cardiaque avancée, l'objectif du traitement est plus un objectif de qualité de vie qu'un objectif de prévention de mort subite. Voilà, donc en conclusion, bien qu'on ait finalement un niveau d'évidence qui soit pas aussi important que ça, parce qu'il n'y a finalement pas d'études réellement qui sont centrées chez les sujets âgés, on peut quand même dire qu'il faut essayer de les traiter comme les sujets jeunes, mais qu'il faut bien sûr adapter les doses à ces patients, et qu'il faut faire attention cependant à ne pas trop les sous-traiter non plus. Et dernier point, bien sûr, faire attention au problème de la qualité de vie chez ces patients, qui me paraît être un élément primordial, peut-être par rapport à prolonger une survie. Je vous remercie.